vous vivez dans un monde qui est déconnecté. Donc, en une forme de métaverse d'informationnel où le vrai a pris les couleurs du mensonge et le mensonge a pris les couleurs de la vérité. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2 et pour cette nouvelle saison qui débute, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Azalbert, directeur de la publication et de la rédaction de François. Vous êtes aussi président de l'association bonsens.org. Bonjour et bienvenue. Eh bien, merci beaucoup pour au Média en 4K2 d'abord pour tout ce qui a été fait, pour tout ce que vous faites en termes d'information citoyenne, tellement essentiel. Et je suis ravi d'être là. Eh bien, moi aussi, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous offrir, alors à la fois une tribune, une occasion de vous exprimer librement, mais surtout vous montrer combien nous sommes solidaires dans votre combat pour la liberté d'expression et quelles que soient nos divergences éditoriales, si la pluralité disparaît, si les médias alternatifs sont amenés à cesser d'exister, ce sera aussi la fin de nos libertés individuelles tellement fragiles. Alors, au nom de l'équipe du Média en 4K2, nous affichons clairement aujourd'hui notre soutien à François, à sa rédaction et à vous, Xavier Azalbert. Voilà, je voulais vraiment commencer cet entretien sur ces mots. Mais je suis très touché. Merci beaucoup à toute l'équipe aussi. Merci à tous les citoyens qui nous ont soutenus, tous les lecteurs, parce que sans eux, on peut pas être là. En fait, on sait très bien que nous, on dépend de toute une communauté au sens noble du terme, hein, pas une communauté au sens communautarisme qui est souvent dévié. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très touché de cette introduction. La liberté d'expression, ça n'a pas de prix. Ça, comme on dit, le pluralisme, il faut le défendre. Et je suis pour le débat plus que pour la censure, le débat d'idées. Plutôt que le combat. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on combat les idées. C'est un peu ce qui arrive, hein. Malheureusement, c'est devenu le combat de notre vie. Oui, je dirais c'est devenu ce que on peut considérer comme un combat. J'aimerais justement le regarder comme une opportunité de montrer au grand jour, de mettre au grand jour tous les challenges que nos anciens ont dû combattre. Parce que il faut savoir qu'avant d'avoir eu ces libertés, on a dû verser du sang, c'est-à-dire nos ancêtres ont dû verser du sang. Nos ancêtres hommes, femmes, de par le monde entier, hein, donc je ne parle pas aux ancêtres français, mais il faut se dire qu'on s'est battu depuis la nuit des temps pour la liberté. On l'a acquise durement, on en a payé le prix et on en a oublié ce prix. Et je pense que les 80 dernières années qui ont été marquées d'une des plus grandes périodes de paix nous ont fait oublier le prix du sang. Et aujourd'hui, on a appris le goût du sucre, donc on est devenu dépendant à une forme de consommation exacerbée qui nous fait oublier ce prix de ce sang. Et quand on voit le sang aujourd'hui, bon, on l'a vu à Hollywood, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Moyen-Orient, quand on regarde le sang, on a l'impression de voir un spectacle. Ce spectacle, il est désolant, il faut qu'on se batte. Parce que nos anciens se sont battus pour la liberté d'expression, ils se sont battus pour leurs droits, ils se sont battus pour énormément de choses. Et avant d'avoir des droits, on a des devoirs, et ce devoir, c'est de défendre cette liberté d'expression. Alors justement, vous êtes ici pour nous en parler. François célèbre cette année ses 80 ans d'existence, ce n'est pas rien. Et pourtant, la grande question est de savoir si François va pouvoir poursuivre son action en faveur, comme vous aimez le dire, de l'information loyale à la recherche de la vérité. Mais avant de répondre à cette question, François, qui est systématiquement pris pour cible par les médias de masse, qui le qualifient de nouvelle figure du complotisme français. Alors on a l'impression que c'est la cible facile, hein, finalement. Qu'est-ce qui motive, selon vous, cet acharnement ? Alors déjà, François a 80 ans, mais François, avant d'avoir 80 ans, est né dans un titre qui s'appelait Défense de la France. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1941, il y a deux résistants qui ont fait naître François. Il publiait François de manière illégale, illicite, dans les caves de la Sorbonne, en plein milieu de Paris. Et donc, il publiait une feuille de chou, mais dans cette feuille de chou, on trouvait des informations qui étaient très importantes pour les gens. Ça a évité des rafles, ça a informé certains résistants. Et bien sûr,
cet ADN. Alors on a beaucoup parlé d'ADN pendant la crise. En fait, le mot ADN est devenu un mot à la mode que les gens connaissent. On a parlé d'ARN messager, mais cet ADN qui est devenu une forme de messager, de message de défense de la France et de la liberté. Ce n'est que en 1944 que c'est devenu François. Donc c'est pour ça que ça a 80 ans aujourd'hui, mais on pourrait dire que ça a 84 ans. Le mouvement défense de la France était un mouvement, et il s'est illustré au travers de ce média. Aujourd'hui, on pourrait dire que François, le média Enquête 2, tous les autres médias, Putsch, Toxin, je peux pas tous les citer, Omerta, tous ces gens, eh bien, ont pris un mouvement, un nouveau mouvement de défense de la France, mais je dirais même plus de défense de la France, c'est de défense de la liberté au sens large, ça peut être de défense de tous les peuples, et c'est ça qui est très intéressant. Donc pourquoi François est pris pour cible? Ben déjà parce qu'il a 80 ans, c'est-à-dire que c'est une vieille dame. Alors c'est facile de prendre une vieille dame, parce qu'on sait très bien que c'est plus facile de lui voler son sac à main et de l'attaquer. Mais en l'occurrence, là c'est une analogie que j'ai faite juste pour montrer qu'elle a un certain âge, mais c'est aussi une figure de proue en fait, François, de par le fait que ce soit un des rares médias mainstream qui ne soit pas tombé entre les mains de ce qu'on pourrait appeler l'ennemi. Mais si jamais on était en guerre, mais appelons ça, on va dire, le gouvernement en place. Il n'est pas tombé. C'est exactement comme si on avait une des cathédrales ou la cité de Carcassonne qui n'a pas été prise. Donc, nous détenons un actif. Cet actif, c'est un territoire médiatique dans le monde virtuel, qui n'est pas aux mains, qui ne succombe pas à l'ennemi, qui ne succombe pas à la pression médiatique. Pourquoi? Parce qu'il est indépendant et autonome. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de subventions, comme une cité de Carcassonne a une source pour ne pas être dépendant de l'eau. Donc nous n'avons pas à puiser notre financement dans les subventions. Il est indépendant parce que la charte de Munich lui dit que être indépendant, c'est un devoir. Dire la vérité, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous en coûte, c'est le devoir numéro 1 de la charte de Munich, et de ne pas confondre journalisme et propagandisme, et propagande, c'est aussi un des autres devoirs. Et donc, cette cathédrale, cette cité, qui est historique, elle a été prise pour cible parce que, on pourrait dire, si on était à la guerre, c'est peut-être une des rares sites emblématiques qu'ils ont raté. Ils avaient raté cet élément-là. Alors c'est un fait peut-être aléatoire, c'est un fait dû au hasard, mais le hasard fait bien les choses. En tout cas, c'est pris pour cible parce que dès le départ, notre indépendance a fait que nous nous sommes posé des questions. Nous n'avons pas les réponses à tout. Je crois que notre travail, c'est de pouvoir poser les questions. La liberté d'expression, c'est avant tout que vous puissiez me dire le contraire de ce que je pense et qu'on puisse en débattre. Vous ne détenez pas la vérité, je ne la détiens pas. On cherche à aller vers la vérité. Alors vous êtes pris pour cible, vous subissez un acharnement, un tel acharnement que le tribunal administratif de Paris a confirmé à la mi-août la décision du ministère de la Culture de ne pas renouveler l'agrément de François. Vous avez fait appel de cette décision au Conseil d'État, auprès du Conseil d'État. Alors déjà, d'une part, quelles sont les motivations, les éléments qui ont motivé la décision des juges? Alors, il n'y en a pas eu beaucoup. En fait, on a évoqué énormément de moyens, et en fait, ils nous ont dit que parmi les moyens qu'on a évoqués, il n'y en a pas un seul qui leur faisait sens dans le cadre d'un référé. Parce qu'il faut rappeler une chose, c'est qu'on a fait un référé au tribunal administratif pour demander de suspendre cette décision. La décision au fond, on ne l'a toujours pas eu. Et la décision en référé, on ne peut pas présumer de ce que sera la décision au fond. Ce n'est pas la première fois qu'on est pris pour cible au niveau de notre agrément. On s'est battu, il y a d'autres associations, Anticor s'est battu, et finalement, au bout de 440 jours, ils ont récupéré leur agrément. Donc, moi, je considère que cet agrément est essentiel, pas pour obtenir des subventions, c'est essentiel parce que à un moment ou à un autre, il faut avoir un pied dans l'édifice adverse. Il faut avoir voix au chapitre, et c'est aussi un moyen d'obtenir des dons défiscalisés. Donc je ne vois pas pourquoi la liberté d'expression des donateurs de l'IB serait financée d'une manière et que nous n'aurions pas les mêmes droits.
Idem pour le média Enquête 42, idem pour les autres médias. Donc ce combat qu'on mène, c'est un combat de manière pour tous les médias qui sont financés de manière caritative, et il ne devrait pas y avoir de discrimination dans la charité. Donc je trouve que c'est déjà que quand on dit non, si vous devez choisir un média, vous ne pouvez choisir que par les médias qui sont agréés et qui disent la même chose que ce que pense le pouvoir, eh bien il y a une forme de discrimination. C'est un des droits fondamentaux, la non-discrimination, et c'est quelque chose qui est de plus élevé, c'est au même titre que la liberté d'expression. Donc il ne doit pas y avoir de discrimination. Donc on va continuer à se battre. Nous avons fait appel, comme vous avez dit, au Conseil d'État, puisque en fait, quand on fait un référé, c'est un jugement qui est définitif, et donc le seul moyen d'appel, c'est d'aller en cassation au Conseil d'État. Nous avons donc déposé notre mémoire cette semaine au Conseil d'État avec des motifs. Et là, on trouve des éléments qui sont fondamentaux, parce qu'on se bat vraiment pour la liberté d'expression. Et on espère que le vrai débat sera tenu. Parce que, à force de juger uniquement sur la forme, c'est-à-dire sur les vices de forme, c'est est-ce qu'une personne a raté cette signature, ou est-ce qu'elle a enfreint ses prérogatives, on ne pose plus jamais les vraies questions de fond. Et donc, ce que fait François au travers de ça, c'est pour essayer qu'on aille au fond du problème. De la même manière que quand on parle du Covid, pourquoi veut-on avoir les contrats? C'est pour vraiment aller au fond du sujet. C'est pas sur la forme qui nous intéresse. On veut vraiment savoir, est-ce que les traitements fonctionnent? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Et est-ce que, quand on revient à François, comme l'a dit le ministre de la Santé au travers du directeur général des services de la santé, M. Emery, est-ce que lire est dangereux pour la santé? Ça, c'est un débat de fond. Je pense que ça ne l'est pas. Et ça devient dangereux quand on commence à l'écrire. Alors justement, on va apporter une petite précision parce que vous avez publié un article sur François et vous dites, je vous cite, « La décision du ministère de la Culture s'est fondée sur une note non signée de la Direction générale de la Santé, justement, dont Grégory Emery s'est déclaré être l'auteur, en se basant sur 13 articles, soit 0,6% sur les 2048 publiés dans la période, la DGS évalue que la tonalité des articles de François vise à diffuser, entre guillemets, de fausses informations sur la dangerosité des vaccins, leur non-efficacité ou leur coût pour la société. » Donc, la décision en fait de vous retirer cet agrément découlerait finalement de ces 0,6% d'articles qui portaient sur la vaccination, entre autres, du Covid. Tout à fait. Alors, le premier mot auquel on peut penser, c'est la sanction est disproportionnée. Mais et c'est évident. Donc c'est pour ça, ça fait partie d'un des motifs que l'on a évoqués, la disproportion, puisque c'est 0,6%. Mais regardons un peu le process. Quand vous avez un élève qui se comporte mal en classe, la première des choses que vous faites, c'est vous lui donner un avertissement. Et puis un deuxième avertissement, vous le convoquez dans un conseil de classe. Et puis après, avant de faire ce qui s'appelle une exclusion, qu'elle soit temporaire ou permanente. Donc vous avez différents niveaux de sanctions. Si la CPPAP avait été ce que j'appelle de bonne foi, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait dit, écoutez, nous avons des problèmes avec ces 3 articles ou 4 articles. Nous n'avons jamais eu d'avertissement. Jamais. Donc on va directement à la conclusion, c'est-à-dire à l'exclusion. Alors a-t-on fait... Est-ce qu'aussi c'est la méthode aussi d'avertir, d'alerter les... ils ont tout à fait les moyens de faire. Ils ont tout à fait les moyens de le faire, d'ailleurs. Ils peuvent le faire. Mais il faut que ça soit fondé, un moyen. C'est-à-dire, si vous avertissez quelqu'un et que ce moyen n'est pas fondé, vous rentrez dans un débat sur le fond. Et justement, on veut éviter ce débat de fond. On veut éviter de dire, est-ce que nous sommes fondés de parler de cela? Donc on veut contrôler cette liberté d'expression. Donc aller directement à l'exclusion, c'est un moyen pour eux d'éviter le débat de fond. Et je considère ça porte un énorme atteinte à la liberté d'expression. Revenons à la proportionnalité, et après on va parler du fond des articles. Comme vous l'avez dit, c'est 13 articles. Sur ces 13 articles, d'abord, ils écrivent qu'il y en a 14, ils ne savent pas compter, il y en a 13, parce qu'en fin de compte, il y a une ligne HTML qui est renvoyée à la ligne, et donc ils ont compté le nombre de lignes. Il y a quand même des articles qui ont énormément trait à l'hydroxychloroquine. Et il y a une deuxième partie qui ont trait au vaccin HPV. Et donc, à la fin, ce qu'on essaye de lire au travers de tout ça,
c'est de dire, vous n'avez pas le droit de dire qu'il pourrait y avoir des problèmes avec ces produits. Donc c'est une forme d'interdiction de parler. Mais on nous dit que c'est faux. Alors qu'il y a énormément d'études, il y a énormément de situations que l'on prend en considération. Et nous, on ne fait que rapporter des éléments factuels. On ne fait pas rapporter que des opinions. Donc, on s'est basé sur des études. Et pourquoi je veux avoir un débat de fond? C'est parce que ça devient un débat d'experts. Et donc, quand il y a des études qui disent ça, eh bien, pourquoi ne devrait-on publier que les études qui sont en faveur de ces traitements et pas les études qui sont en défaveur? Et sur l'hydroxychloroquine, sur les traitements précoces, le plus intéressant, c'est qu'ils ont mentionné dedans cette fameuse étude qui s'appelle l'étude Pradel-Lega, ce que j'appelle une fraude scientifique, le Lancet Gate à la française. Le DGS écrit dedans, mais vous savez, vous ne pouvez pas dire que ces traitements marchent parce qu'il y a une étude qui prouve qu'il y a eu des morts. Mais cette étude, elle vient d'être rétractée. C'est-à-dire qu'une étude rétractée, qui est une étude, qui est une véritable fraude qu'il ne faut pas faire en science, elle est utilisée à des fins, justement, de démontrer que François serait dangereux pour la santé. Alors là, ça va beaucoup trop loin. Outre le fait que la personne qui s'est déclarée signataire de cette note, pourquoi je vais poser la question de savoir qui j'avais en face? Parce que je voulais savoir qui j'avais en face. Parce que quand vous avez quelqu'un qui signe un document administratif, qui se déclare pas, je voulais savoir quelles étaient ses publications, quelles étaient ses qualités, de manière à déterminer, est-ce que j'avais quelqu'un en moi qui utilisait une autorité juste parce qu'il était DGS ou parce qu'il avait une autorité scientifique? Pourquoi? Parce que dans cette note, on remet en cause des études que j'ai moi-même fait en tant que scientifique avec d'autres chercheurs. Ces études que j'ai écrites, que j'ai analysées avec de mon temps, avec mes compétences, et on me dit que parce que j'ai utilisé ces compétences, je ne peux pas les utiliser dans François. Mais moi, si j'étais à la place du directeur d'école qui fait ça, qui dit j'ai un élève qui peint mieux que je serais content. Ça veut dire que j'ai tiré les gens vers le haut, vers la méritocratie. Ça devrait être quelque chose qu'on devrait saluer. En fait, ce qu'on veut, c'est on veut pas ça. On veut tout l'inverse de la méritocratie. Et donc, ce qui se passe au travers de cette note, c'est qu'elle démontre tout le système français qui est aujourd'hui, on vous sanctionne sur des éléments qui sont incomplets, disproportionnés, on va directement à l'exclusion, sans vous donner une chance justement d'enlever ces articles, ou de les corriger, ou d'avoir un dialogue. Donc je considère que ça c'est un abus d'autorité qui est tel que ça empêche la liberté d'expression. Et donc c'est bien ce qu'on veut faire, parce que la censure c'est un abus d'autorité pour éviter qu'on parle des sujets. Donc c'est une censure. Et justement, vous avez fait un parallèle avec cette fameuse étude frauduleuse Pradel-Lega, qui, rappelons-le, montrait les risques, les pseudo-risques liés à la prise d'hydroxychloroquine pendant le Covid, qui aurait entraîné la mort de 17 000 personnes. Voici ce que vous en dites encore dans un autre article. Vous dites, je vous cite, « Le degré de pollution de la population avec une fausse information est très important. Une première estimation montre que plus de 1,2 milliard de personnes ont été exposées à cette étude frauduleuse. » Tout à fait. Alors ici, il y a plusieurs sujets. D'abord, le principe de ce qu'on appelle le pollueur-payeur. Pourquoi j'utilise ce principe? Parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi. La loi du pollueur-payeur est le principe que quand une entreprise va créer une pollution, eh bien, elle doit en supporter le coût pour la société. Et ce principe, il y a une exclusion qui était trentenaire, qui est aujourd'hui décennale, c'est-à-dire que si on trouve cette pollution jusqu'à 30 ans en arrière, eh bien, vous êtes quand même tenu pour responsable. Et en France, il y a eu des cas suivants. Philips, qui avait mis des piles dans une décharge, eh bien, on est venu chercher la responsabilité. Donc, c'est très intéressant ce parallèle parce qu'il existe dans la loi et on a été capable de légiférer quand on voit que quelqu'un a dépassé la bienséance et le bien pour la société. Eh bien, dans le monde de l'information, il se trouve que nous n'avons pas de telle loi, mais nous avons une pollution informationnelle. Une pollution informationnelle, c'est quand on vous amène dans le sens inverse, dans le mauvais sens, donc, pour pas dire le bon sens, dans le sens inverse de la vérité. Et quand on vous dit que l'hydroxychloroquine aurait pu tuer 17 000 personnes, la première des choses que l'on doit faire, c'est ils sont où ces 17 000 morts? Eh bien, c'est la réalité.
il n'y a pas 17 000 morts de l'hydroxychloroquine. Nous l'avons prouvé dans une étude qui a été publiée. Donc, cette information est fausse. Nous créons donc une pollution informationnelle. Le deuxième élément, c'est cette information, cette pollution, elle est cautionnée par des professeurs d'université, par des influenceurs. Un certain Mathieu Molimar, qui va dans tous les médias et qui dit « cette étude, c'est génial ». Alors, vous savez quoi, les key opinion leaders, les marketeurs qui viennent, les influenceurs qui viennent vous vanter les mérites et qui après sont attaqués parce qu'ils ont gagné quelque chose à côté de ça. Ça s'appelle de l'influence, ça s'appelle de la caution. Et quand vous avez une université qui cautionne une étude comme ça veut dire que tout le système la cautionne. Et quand c'est une mauvaise information, ça veut dire que le système, il est vérolé. Nous produisons une fausse information, elle est cautionnée par des professeurs, elle est republiée par des médias, et donc la démultiplication existe. C'est exactement comme quand on met un polluant dans une rivière, eh bien la rivière emmène la pollution jusqu'à la mer et elle affecte tout le monde. Donc maintenant, comment arrive-t-on à 1,2 milliard de personnes? Parce que c'est ça qui est intéressant. Bon, regardons juste à l'état. On va prendre 3 exemples. Je vais prendre la France, le Brésil et les États-Unis. Quand vous allez sur un moteur de recherche comme Bing, Google, vous tapez 17 000 morts ou morts de l'hydroxychloroquine. Vous avez 144 000 occurrences qui arrivent. Quand vous allez aux États-Unis, vous faites la même chose en anglais. Death by hydroxychloroquine. Vous avez cette étude qui est mentionnée 690 000 fois. Donc, vous voyez bien que et vous essayez de taper nombre de vies sauvées par hydroxychloroquine, il n'y en a pas. Donc en fait, cette étude a eu un impact mondial. Et vous allez au Brésil, c'est pareil. Quand vous regardez le nombre de médias qui en ont parlé, et le type de médias, tous les médias mainstream, tous, quasiment sans exception, je n'en connais pas un, à part François, si jamais je me mets dans la classe des médias mainstream, puisque c'est une marque mainstream. Personne à part François, n'a critiqué. Exactement comme le Lancet Gate. Tout le monde est tombé dans ce piège et a embrayé avec ce faux message. Donc, vous prenez les États-Unis, un pays en entier, vous divisez ça par 2, et vous prenez la totalité de tous les pays, et vous regardez à peu près ce qui s'appelle le reach, c'est-à-dire l'exposition complète de ces individus, et vous faites la somme de tous ces pays, on pourrait dire qu'il y a à peu près 3 milliards de personnes dans le monde, à 3,5 milliards qui ont été potentiellement exposés à cette information. Bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir été exposé. Donc vous regardez avec la puissance médiatique et le nombre d'expositions qu'il y a eu, et posez la question autour de vous. C'est chose que j'ai faite pendant à peu près 6 mois. J'ai posé la question autour de moi dans beaucoup de dîners. Alors c'est peut-être les mauvais dîners, peut-être que j'ai un biais d'échantillonnage, mais tout le monde était sous cette impression-là. Pourquoi? Parce que ça a été cautionné par un professeur, parce qu'on l'a vu sur TF1, parce qu'on l'a vu sur BFM. Et donc, vous vous rendez bien compte qu'il y a un pourcentage de la population qui est difficile à chiffrer, mais ça serait l'objet d'une enquête juridique, d'une enquête même marketing. Peut-être qu'on l'a fait, mais je ne devais pas dévoiler tous les éléments au travers de tout ça. Mais il y a, je pense, avec le nombre d'expositions, avec mon expérience de consultant pour savoir ce que c'est que le nombre d'expositions à un produit marketing, quand j'en discute avec des spécialistes du marketing, nous avons toutes les conditions pour que le degré de connaissance de la population de fausse information soit presque égal à 1. Et donc là, on a un véritable problème parce qu'on a désinformé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec le groupe de scientifiques, le 8 janvier, j'ai travaillé, donc on avait le 8 janvier publié une lettre qu'on a envoyée à l'éditeur, et le 8 février, nous avons demandé à notre avocat d'envoyer un courrier à la revue en leur disant « Attention, vous allez faire face à une désinformation massive. » Et cette désinformation, elle entraîne une perte de chance qui peut entraîner une perte de vie. Et c'est là où on a un véritable problème. Donc le challenge des 1,2 milliard, c'est pour donner la contrepartie que quand on désinforme, quand on pollue à l'information, eh bien ça touche beaucoup de gens. Parce qu'il faut réparer. Bien sûr, aujourd'hui, il faut modifier la perception de ces gens-là. Et le coût de modification de ces personnes est très élevé. Donc ce que j'ai chiffré à 1 à 2 milliards d'euros. Donc c'est pour donner le sentiment. Et j'ai aussi été un petit peu plus loin. J'ai pris des exemples. Il faut savoir que la BNP, elle a fait un accord transactionnel pour avoir, en 2014, avec les Américains, pour avoir enfreint une directive des Américains sur un embargo avec l'Iran. Alors c'est très intéressant, ils ont payé 10 milliards de dollars, 9, quelques milliards de dollars.
pour ne pas avoir de procès. Parce qu'ils ont enfreint une législation, ils ont tradé, alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Ça veut dire que si jamais il y a des Américains qui se sentent désinformés par l'État français, par le ministère de la Recherche, par ses auteurs, et qui viennent chercher la responsabilité, est-ce que l'État français va être condamné à ce genre de somme d'argent pour justement ne pas avoir de procès en désinformation? Parce qu'en France, peut-être qu'ils seront condamnés à quelques centaines de milliers d'euros, quelques euros, je ne sais pas quel est le quantum pour ce genre de méfaits. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si nous ne faisons pas notre travail d'audit interne, peut-être que d'autres pays nous le feront faire et nous demanderons des comptes. Alors moi j'ai envie de vous dire que concernant les procès contre la désinformation, plusieurs médias français seraient concernés. Alors nous sommes mutuellement accusés de désinformation et injustement d'ailleurs, mais on a bien vu que pendant la crise du Covid, que le discours pendant la guerre en Ukraine, on voit bien que le discours est vraiment différent de ce que nous, on peut tenir sur nos antennes. Alors à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'il y a une espèce de chape de plomb et que cet agrément qu'on vous refuse, enfin pour l'instant j'imagine que la décision elle est suspendue puisque vous avez fait appel, est-ce que cet agrément il est finalement nécessaire véritablement à la pérennité de France Soir? Alors déjà, il faut savoir que les dons représentent plus de 90%, à dire de 92% de François. Et les dons défiscalisés, ça représentait plus de 80%. Donc c'est une grosse partie, entre 75 et 80%. Donc une grosse partie des dons. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai commencé à parler de la discrimination caritative. Eh bien, les gens l'utilisent parce que, après tout, plutôt que d'acheter un journal, si jamais ils peuvent financer un journal, et plutôt que de financer la télévision au travers de leurs redevances ou de dons à des médias qui n'aiment pas la ligne éditoriale ou dont ils trouvent que l'information ne correspond pas à ce qu'ils pensent, et ce qu'ils pensent pas en termes d'idéologie, ce qu'ils pensent être la recherche de la vérité et leur amener une information loyale, eh bien, aujourd'hui, on les discrimine, ces gens-là. Et donc, je pense que la bataille, elle est très importante. De la même manière qu'on se bat contre la discrimination, contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre tout ce genre de choses, on doit se battre contre et pareil pour les LGBT, on se bat pour que les gens soient libres. Eh bien, doit se battre pour que les gens aient la liberté de donner de l'argent à qui bon leur semble, tant que c'est dans les limites de la loi. Les limites de la loi sont fixées, elles existent, il faut les appliquer. On va pas financer le terrorisme, on va pas financer l'antisémitisme, on va pas financer le racisme. C'est une évidence. Ça paraît évident quand on a été éduqué dans un pays tel que la France, où on nous prône justement la laïcité pour nous apprendre à être, on va dire, ouverts à tout. Et justement, ne pas condamner. Donc on devrait, dans ce pays, où on nous a amené Descartes, on a amené les Lumières, on nous devrait dire il faudrait allumer la lumière à tous les étages, de manière à ce qu'on puisse choisir quelle lumière on veut subventionner et pas en fermer certaines. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on essaye de fermer des lumières telles que le Média Enquête 4.2, telles que France Soir, en vous disant « ouais, cette lumière, elle est pas bonne ». Eh bien, écoutez, l'inversion accusatoire fonctionne parce que, comme on dit, la vérité, elle prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Moi, je pense que le temps est en notre faveur. Il joue énormément en notre faveur. Vous n'avez pas fait beaucoup d'erreurs, et on en fait tous des erreurs, parce que je pense que un des gros problèmes en France, c'est qu'on ne sait pas apprendre de ses erreurs. Les politiques ne se disent jamais « j'ai fait une erreur ». Ils ne le disent jamais. Par contre, ils promettent tous de dire, quand ils feront une erreur, de le reconnaître, mais ne le font jamais. Donc, en fait, la parole de ces personnes, la parole de ces médias, elle devient de plus en plus questionnable, au point que certaines personnes disent leur parole ne vaut rien. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est grâce au fait que, justement, ils nous montrent que cette parole ne vaut pas grand-chose. C'est grâce à ça que nous pouvons exister. Donc, il faut leur dire merci, parce qu'ils illustrent tout ce que nous ne voulons pas être. Ils s'enferment dans un mensonge. Un autre mensonge appelle un autre mensonge. La vérité prend les habits du mensonge, ou le mensonge prend les habits de la vérité. Eh bien, c'est très facile, du coup, de faire notre travail.
Parce qu'avec, en 2 coups de cuillère à peau, on arrive à démontrer leur système. Et on voit bien que le seul moyen qu'ils ont pour empêcher que l'on puisse l'avènement de la science ou l'avènement de la vérité, c'est d'utiliser la censure, d'utiliser l'autorité, d'utiliser des moyens tels que répressifs, tels qu'on a vu dans des pays dictatoriaux, tels qu'on a vu dans des pays où la liberté d'expression a été bannie. Et ça s'appelle la France aujourd'hui, en 2024. Je suis désolé, c'est pas la France telle que mes grands-parents m'ont appris, telle que mes parents m'ont montré, telle que j'ai cru l'apprendre dans les livres d'histoire. Et je pense que l'image que l'on donne de la France à l'étranger, elle est consternante aujourd'hui, et surtout elle me concerne énormément. J'étais il y a pas très longtemps, j'étais au Brésil. J'ai vu la censure qui est au Brésil, j'ai vu la défense, la censure de Twitter qui est au Brésil, j'ai vu la défense et le fait que les gens se sentent vraiment concernés. Ils regardent la France pour savoir ce que va dire la France. À ce sujet, la France n'a rien dit. Mais on les a vus, hein, le 7 septembre, journée nationale du Brésil, on les a vus sortir et refuser cette censure. Oui, vous savez, depuis le mouvement des Gilets jaunes, qui était le vrai dernier mouvement populaire en France, qui est un mouvement sur lequel on a énormément désinformé. Et ça, c'était vraiment le premier moment où on a vu le système médiatico-politique industriel, ce qu'aux États-Unis on appelle le complexe de la censure, a contribué à désinformer. On a vu les officines telles que Conspiracy Watch qui ont retourné, on va dire, et qui ont agi dans l'intérêt de la politique du pouvoir en place. Et on a vu les médias jouer cela, à tel point que il y avait 2 France. Donc la fracture, elle a déjà existé à ce niveau-là. Et c'est là où on a vu les gens qui se rappelaient d'où ils venaient, puisqu'il y avait même des cadres sup, des chefs d'entreprise qui se sentaient gilets jaunes, qui mettaient leurs gilets jaunes sur leur voiture. Et ce mouvement, on peut dire que Macron a été très bon, enfin, je ne sais pas si c'est Macron ou McKinsey qui ont été très bons de mettre en place ce grand débat, parce que c'était une manière de mettre fin à ce mouvement. Mais ce grand débat n'a donné rien du tout. Donc ça a été le grand débat, mais le grand débat vite fermé, une forme de monologue. Et là, ils ont utilisé à peu près la même technique pendant la crise. Donc ce sont les mêmes méthodes, les mêmes moyens qui sont mis en place pour essayer qu'on prenne toute opposition et qu'on l'enferme dans un débat. Donc aujourd'hui, on vous traite d'antisémite, de raciste, d'extrême droite, d'extrême gauche, de tout ce que vous voulez, de tous les maux de la société. On vous étiquette pour dire que vous n'êtes pas un produit à consommer ou à écouter, pour décrédibiliser, pour vous invisibiliser. Mais il se trouve que cette approche ne prend plus. Elle ne prend plus aujourd'hui. Et elle est de plus en plus questionnée. Elle est de plus en plus questionnée, y compris dans les élites, qui aujourd'hui se rendent compte. Petit à petit, ils voient. Maintenant, le problème, c'est qu'ils voient. En off, ils en parlent, mais ils n'en parlent pas toujours dans le public, parce qu'ils ont énormément à perdre. Parce que le système qui a été mis en place fait que quand on a plus à perdre qu'à gagner, eh bien on a tendance à se taire. C'est pour ça que les professeurs d'université, qui sont censés être des lumières, ne parlent pas trop, que ce soit pour des sujets qui posent problème, comme le conflit au Moyen-Orient. Et je parle de conflit au Moyen-Orient parce que je pense que dès qu'on cite le mot Israël ou le mot Palestine, là, on a des voyants rouges qui s'amènent. Ce conflit qui dure depuis très longtemps et en fait qu'on n'a jamais résolu, ou le conflit russo-ukrainien, qui sont des situations dans lesquelles la France, si on avait une diplomatie fonctionnelle, un Quai d'Orsay qui soit noble au sens du terme de la diplomatie telle que la France devait être, qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité, eh bien, nous devrions justement prôner la paix et être un agent de paix plutôt qu'être un agent de guerre. Et aujourd'hui, on a l'impression que la France est devenue un agent de guerre plus qu'un agent de paix. Et c'est là où je ne reconnais pas cet élément. Donc voilà un peu le pourtour. Et on aurait peut-être besoin que nos élites, que les élites prennent la parole et prennent des risques surtout. Voilà, ce serait peut-être... Inciter les gens
Alors, la France, c'est un pays où on apprenait la méritocratie. Mais au regard de ce qu'on a vu récemment, on a salué la méritocratie au travers d'un certain nombre de médailles. Que ce soit la Légion d'honneur que l'on a donnée à des médecins qui sont allés sur les plateaux télé et qui ont désinformé pendant la crise, qui sont trompés sur tout, qui ont eu raison sur rien, mais ils ont eu cette médaille. À titre personnel, je ne fais pas ça pour avoir une médaille, parce que l'information loyale, c'est pas d'avoir la médaille, c'est la meilleure médaille, comme disait le fondateur de François, Lazareff, il dit, c'est d'être lu. Et je pense que c'est un petit peu ça ce qui vous motive, c'est le fait que vous avez des soutiens, vous avez des lecteurs qui vous disent c'est bien ce que vous faites, c'est essentiel, c'est vital, vous êtes des moyens vitaux pour la société. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait, j'ai entendu ça énormément dans énormément de personnes. Petit à petit, ça arrive. Petit à petit, il y a des gens qui viennent et qui disent « Ah oui, tu avais raison, alors peut-être que tu l'as mal dit. » C'est vrai que peut-être qu'on s'y est mal pris, mais on s'est quand même pris une énorme vague de désinformation. Alors peut-être que à force de parler de Nuremberg, peut-être qu'à force de parler de génocide, peut-être qu'en utilisant des mots qui font peur, nos adversaires ont utilisé la peur. C'était peut-être pas la meilleure manière de gagner la bataille en utilisant la peur aussi. Donc notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer d'utiliser les moyens qui vont dans le bon sens pour les individus, en leur disant, en leur montrant du doigt pourquoi les moyens utilisés aujourd'hui en termes de communication sont mensongers, pourquoi ces moyens instillent la peur, et c'est de leur redonner confiance. Et l'exemple que je prends très souvent, c'est l'exemple du monde aérien. Pourquoi? Parce qu'un pilote, quand il y a un crash d'avion, sa première des responsabilités, c'est de préserver la confiance dans le trafic aérien pour que les passagers n'aient pas peur. Et c'est un microcosme quand on est dans un avion, mais combien de personnes dans un avion ont-ils eu peur un jour? Je pense que tout le monde a eu peur. Et si jamais on est honnête, si on est sincère, on a tous dit, on remet notre vie entre nos mains, c'est un peu une opération du Saint-Esprit, alors que ça ne l'est pas, hein, c'est très physique, un avion, mais on a cette sensation. Et c'est très intéressant de regarder comment ils traitent un crash d'avion. Ils le traitent d'une manière tellement sérieuse qu'à la fin, on a confiance. Nos hommes politiques devraient s'en inspirer, de manière à ce qu'ils inspirent la confiance. Parce qu'un mensonge dans le monde aérien, c'est peut-être un crash demain. Un mensonge dans le monde politique, c'est sûrement un crash. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ces mensonges sont allés trop loin. Nous sommes à la bordure d'un crash gigantesque dans notre société, parce qu'un mensonge plus un mensonge plus un mensonge a fissuré l'édifice de la confiance dans la France, dans les valeurs de la France, dans la liberté, dans l'égalité et la fraternité, qui sont aujourd'hui des concepts qui sont vidés de leurs mots par des politiques à la morale, je dirais, questionnable. Pour revenir sur un point, Xavier Azalbert, pensez-vous que si les dons sont défiscalisés, le public ne vous suivrait pas comme il le fait actuellement? Et est-ce que ce ne serait pas peut-être une voie pour sortir de ce système? J'en ai beaucoup parlé avec les lecteurs. Il est évident que ce qui prime, c'est d'avoir des médias comme le Média Enquête K2, comme François, comme Toxin, comme Putsch, qui existent, de manière à ce qu'ils soient du moins informés. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont continuer à soutenir. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la survie n'exclut pas de se battre pour nos droits. C'est-à-dire, quand je parle de ce droit de discrimination, de non-discrimination caritatif, c'est si on ne se bat pas en tant que média pour ce que l'on croit être juste, eh bien, comment nos lecteurs vont-ils pouvoir croire que nous nous battons pour la liberté d'expression? Et donc, je pense que c'est un véritable devoir de se battre. C'est soit aucun média ne doit avoir ce genre de défiscalisation, soit tous les médias qui informent et qui respectent la loi doivent y avoir accès. Dès lors qu'il y a un critère d'accès qui devient subjectif plutôt que de devenir objectif, nous avons une perte de liberté et de droits fondamentaux. Et c'est là où il faut se battre. Donc je pense que nous survivrons parce que nos lecteurs veulent qu'on survive,
parce que j'ai envie, en tant que directeur de la rédaction, avec mon équipe, de faire survivre. Parce que le travail qui a été fait, il existe, il a été salué. Il n'est peut-être pas salué par les autorités. Mais ceci dit, mon étalon, en fait, c'est pas ce que disent les autorités. Ce n'est pas ce qu'elles font, les autorités. Parce qu'elles-mêmes enfreignent les limites de la loi, elles testent les limites de la loi de manière constante. Et donc notre travail, c'est de dire aux autorités, quand par exemple Gabriel Attal, Stéphane Séjourné et Emmanuel Macron vont devant le Parlement pour pour signer l'accord franco-ukrainien, et qu'ils utilisent l'article 51 plutôt que l'article 53, c'est-à-dire ils n'engagent pas la responsabilité du gouvernement, c'est un vol démocratique. Notre travail en tant que journaliste, c'est justement d'être ce quatrième pouvoir, c'est de pouvoir le dire. Donc, oui, l'argent défiscalisé ne nous empêchera pas de faire notre devoir, nous le ferons, quoi qu'il en coûte. Cependant, il faut se poser la question de cette bataille, je pense c'est une véritable bataille, et à la fin, qu'est-ce qu'il en est? C'est la subvention des médias. Parce que dans ce package législatif, dans ce package de droits qu'il y a, donc ce que donne cet agrément, c'est qu'il donne accès aux dons défiscalisés, mais il se donne aussi accès à ces subventions qui font que les médias vivent de ces subventions. Vous savez très bien, vous avez fait un appel aux dons, vous avez fait un budget. Nous, on n'a pas d'agrément, on est complètement indépendant. Oui, mais même moi aussi, en fait, le fait d'avoir un financement avec des dons défiscalisés n'empêche pas cette indépendance. Bien au contraire, c'est une manière de démontrer l'hérésie d'un système. Mais ce qu'il y a de vraiment important, c'est de se dire, quand vous faites un budget, vous savez qu'à la fin de l'année, si jamais vous êtes en perte, il va falloir financer cette perte. Eh bien, les médias aujourd'hui, quand ils sont en perte parce qu'ils n'ont pas assez de rentrées, ils n'ont pas assez de chiffre d'affaires de par leurs lecteurs. C'est-à-dire qu'ils perdent des lecteurs, ils saignent tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils informent, ils ne font pas un travail d'information, ils font un travail de propagande. Vous savez, c'est exactement comme vous allez au supermarché. Vous faites un bon produit, le bon produit, s'il est au bon prix, il va toujours trouver preneur. Quand vous avez un mauvais produit, eh bien, ce qu'il faut faire de la promotion à outrance. Et donc, ce que font les médias, c'est de la promotion à outrance en étant subventionnés. Et c'est là où, en fait, on a un désalignement complet d'intérêts entre les intérêts du lecteur, c'est-à-dire on veut lui pousser au fond de la gorge un mauvais produit informationnel, et nous sommes un bon produit. Ce qu'on nous fait, c'est qu'on nous dit non, il faut surtout pas que vous le mangiez, parce que vous risquez d'être touché par le complotisme, vous risquez d'être touché par la peste de l'antisémitisme, par la peste du racisme, par la peste de toutes ces étiquettes, qui ne sont juste que des étiquettes, hein, parce qu'en fin de compte, quand vous regardez le fond du problème, il n'y a rien de tout ça. Tout est basé sur la notion du débat démocratique, en respect des valeurs de la République. Donc, la véritable bataille, c'est la bataille des subventions. C'est la bataille d'empêcher certaines personnes d'utiliser des fonds publics qui vous appartiennent à vous et à moi, qui sont financés par nos impôts, et de retourner cet argent contre nous, au travers d'une désinformation, de le retourner. Et je pense que c'est le vrai sujet. C'est pour ça qu'il faut se battre. S'il n'y avait pas de subventions, et que tout le monde était sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire que ces médias réellement informés de manière à avoir une véritable audience, eh bien, je pense qu'il n'existerait plus. Et je vais prendre un exemple. Quand avec mon petit compte Twitter, je fais un tweet sur la fraude Pradel-Lega, et que vous avez un média comme l'Express, ou comme Libération, ou comme Le Monde, qui ont des comptes qui font plusieurs millions de personnes, font moins de likes et moins de retweets qu'un petit compte comme le mien. Et quand je dis moins, c'est 10 fois moins, voire 20 fois moins. Donc on n'est pas dans un facteur de 5% moins, c'est 10 fois moins. Cela vous montre que ces médias ont perdu leur audience. Alors on va vous dire, il y a un biais sur Twitter. Mais vous savez, la même chose sur les autres réseaux sociaux. On va y venir parce que j'ai un exemple aussi concret à vous citer. J'ai précédé, désolé. Voilà. Mais juste une petite précision. Est-ce qu'on peut connaître la hauteur des subventions qui sont accordées par la CPPAP? Alors, le montant des... Qui ne doit pas être égal, j'imagine. Les subventions sont différentes selon le média.
Bien sûr. Alors, tous les ans, on publie, on va dire, les subventions qui sont données dans les médias. C'est difficile de connaître l'enveloppe globale, puisqu'il y a des rallonges qui ont été faites, mais c'est plusieurs milliards. Hein. Et puis après, ça dépend ce que vous mettez dans les subventions. Est-ce que vous mettez le financement de l'AFP, par exemple? Est-ce que vous mettez le financement de France Télévisions, qui est lui-même quelques 4 milliards? Donc, on voit bien que si le financement de France Télévisions, alors je dis pas que tout est à jeter, mais en fait, tout ce qui est information chaude, qui irait contre la politique du gouvernement en place, je parle pas des émissions de fond, mais même l'histoire aujourd'hui, on a l'impression qu'on essaye de réécrire l'histoire. Donc il y a certains programmes sur lesquels on essaye de réécrire ou de modifier. J'ai même entendu dernièrement qu'on essaye d'empêcher 1984 d'exister. Pourquoi? Parce que ça serait il y a trop de références, on va dire, du monde alternatif à ce film et même à ce livre. Donc on est dans une forme de réécriture, dans un accaparement de votre esprit. Jim Morrison, il avait dit, on peut toujours questionner qui était Jim Morrison dedans, elle a dit, celui qui contrôle les médias, il contrôle les esprits. Donc on voit bien que quelques milliards d'euros pour contrôler des esprits ou des votes, ça peut être... bon, c'est pas très cher quelque part pour contrôler. Mais François n'a pas touché des milliards. Non, on a touché zéro. Mais donc oui, c'est quelques milliards. Mais c'est quelques milliards qui sont instrumentaux parce que les gens ont confiance et avaient confiance. C'est comme si je préfère le parallèle avec l'industrie aérienne parce que cette notion de confiance, elle est là. Si on subventionnait à 1 milliard le trafic aérien de la même manière qu'on subventionne à 1 milliard l'information, on aurait avec les mêmes contraintes et avec des agents de l'information qui ont les mêmes devoirs et la même mode de fonctionnement que les pilotes et les commandants de bord, on aurait une bien meilleure information. Alors on va passer à mon exemple concret parce que je voudrais qu'on parle de Conspiracy Watch, l'observatoire du conspirationnisme. Alors vous avez sans doute vu Rudi Reichstadt qui a fait une vidéo, il vient de lancer une campagne de financement, une cagnotte en ligne. Et donc dans cette vidéo d'appel aux dons, il évoque les complotistes tels que Yves Pozzo-di-Borgo, que je salue, Martine Vonner, Nicolas Dupont-Aignan ou encore les Soraliens. Donc ils ont besoin d'argent pour accentuer leur mission qui dure depuis 16 ans, il nous explique. Et il nous explique même qu'un youtubeur politique connu estime le coût d'une vidéo d'1 heure à 75 000 € TTC. Mais chez Conspiracy Watch, ça n'a pas le même coût, c'est beaucoup moins cher. Il l'a évalué, estimé à 4 300 €. Donc ça sous-entend qu'ils sont très économes. Donc une cagnotte de 20 000 € qui devait durer 3 semaines et en moins de 24 heures, eh bien ces 20 000 € ont été atteints, cette somme a été atteinte. Donc c'est reparti pour un nouveau palier. 40 000 € 20 000 € de plus, en fait, ils ont monté d'un palier. Donc on peut s'interroger déjà parce que Conspiracy Watch a bénéficié récemment en plus de subventions à hauteur de 60 000 € provenant du fonds Marianne. On parlait des followers, alors un mot sur ça. Conspiracy Watch, c'est 64,2 followers sur X, 6 700 abonnés sur YouTube, avec 104 vidéos de produites. La vidéo d'appel aux dons sur YouTube a été vue 6700 fois, donc c'est très très peu. François, à contrario, François, c'est 207 300 followers sur X, et vous, sur votre compte, à titre personnel, vous avez 63 700 followers. Donc là, c'était pour donner quelques chiffres, donc on peut s'interroger, 20 000 € de récoltés en moins de 24 heures, avec finalement très peu de personnes qui les suivent, un impact très réduit. Ça interroge, ça interpelle. Alors ça interpelle. Je crois d'ailleurs avoir fait un ou deux tweets à ce sujet. La première des choses qui est écrite dans cela, c'est quand on regarde, il y a le mot Conspiracy Watch est un média indépendant. Ce qui n'est pas le cas.
En fait, Rudi Reichstadt est allé à la radio sur Europe 1 dire qu'il n'avait pas de subvention, et puis après, il est allé au Sénat, dans le cadre de la commission d'enquête sur le fonds Marianne, menée brillamment par le sénateur Rénal et son équipe, la commission des finances, et donc on voit bien qu'il a menti. Puisqu'il dit à la radio quelque chose, et puis après, quand il est devant la représentation nationale, c'est difficile pour lui de dire un mensonge. Tout ça, c'est parce que le journaliste n'avait pas fait son travail. Il dit, mais vous êtes sûr, on peut le prouver. La charge de la preuve, elle incombe à celui qui le dit. Hein. Et le devoir du journaliste est aussi de demander, de vérifier l'information. Chose qui n'a pas été faite. Et c'est ça que je déplore un petit peu, parce que ça commence de là, le mensonge. Donc, il ne peut pas dire qu'il est indépendant. Et donc, le travail que fait Ulule quand il sélectionne les projets sur lesquels ils vont financer, il devrait dire, attention, vous ne pouvez pas dire que vous êtes indépendant, vous devez le prouver. Donc, prouvez-le nous. Donc, donnez-nous vos sources de financement, faites transparence et faites un petit bilan. Quand tout à l'heure, je vous dis que 90% de François est financé par des dons, 92%, je peux le prouver. Mon expert comptable a écrit au Conseil d'État. Ça a été présenté avec des tableaux. Donc, en fait, il y a des attestations. Ici, il n'y a pas d'attestation. Donc, c'est du déclaratif. Et on sait que le déclaratif mène souvent, surtout avec ces individus, et cet individu l'a prouvé, donc les mêmes causes ayant les mêmes effets, la notion d'indépendance est très importante. Et elle doit être prouvée. On se rappelle que sur X, sur Twitter, RT France avait dû marquer « Attention, c'est un média affilié à un État », parce qu'il était financé. Moi, j'aurais bien aimé que Conspiracy Watch mette « Média affilié à un État », parce que je suis financé à hauteur de... Ils ne l'ont pas fait. Donc, encore une fois, François fait de la désinformation pour ces individus, mais eux se permettent de ne pas informer leurs gens. Qui fait de la désinformation au travers de ça ? Ceux qui font de l'information incomplète en omettant des pans entiers, en mentant et en influençant des personnes à venir les financer. Donc j'estime ici qu'il y a un viol. Il y a même une fraude, potentiellement une fraude, hein, puisqu'on fait un appel aux dons qui est fondé sur une information qui est incorrecte. Je rappelle qu'en France, les gens ont voté aux 3 élections, alors qu'il y avait une véritable problématique avec les comptes publics. Il y a eu une forme de fraude électorale, on pourrait le dire. Peut-être que si jamais les Français avaient su qu'il y avait un tel décalage sur les comptes publics, une telle faille de plusieurs dizaines de milliards, peut-être qu'ils n'auraient pas voté de la même manière. Donc, on voit bien que l'information peut avoir de l'impact. Eh bien, avec Conspiracy Watch, quand ces gens donnent, s'ils étaient informés dûment, en disant Conspiracy Watch n'est pas indépendant. Conspiracy Watch est financé par l'État à hauteur de... Peut-être qu'il y a des gens qui donneraient. Ça va poser la question de savoir le degré d'indépendance de ceux qui donnent, et est-ce que le moyen de donner, de financer, n'est pas un moyen détourné pour justement financer des outils. J'invite tout le monde à d'ailleurs regarder l'article de Off Investigation et les articles de Blast sur Conspiracy Watch qui se posent des questions sur leur existence et sur leur proximité avec les réseaux valsiens, sur leur proximité, sur leur mode de financement et sur leur outil. En fait, Conspiracy Watch n'est pas un média, c'est un outil propagandiste qui protège certaines idées macro-valsiennes compatibles, et qui, qui se permettent de venir attaquer le média Enquête 4.2, François, dès qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Et ils essayent d'habiller ça en information. Ça s'appelle du blanchiment de fausses informations. Dans le monde de la finance, le blanchiment d'argent, c'est puni par la loi un jour. J'espère que le blanchiment de fausses informations par ces individus sera pénalisé. Et que les gens qui financent ce blanchiment seront aussi pénalisés. Parce que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, elle touche aussi ceux qui le financent, pas ceux qui le font. Ici, ils font du terrorisme d'information, c'est du terrorisme d'information qu'ils font. Tous les gens qui financent ce terrorisme, à un moment ou à un autre, ils vont devoir rendre des comptes. Alors, si on a trompé ces individus, telle peut être l'hypothèse, eh bien, ils auront on va dire, peut-être une peine diminuée, ou ils ont une raison de dire « je ne savais pas ». En tout cas, il y a un véritable problème, et je considère que
l'exemple de Conspiracy Watch, c'est à peu près la même chose que ce qui se passe dans le média du service public. Quand vous avez directrice de France Inter qui dit « Nous n'allons pas inviter des gens qui vont venir aller à l'encontre du narratif contre le climat ». Et alors là, je trouve ça fantastique parce que quelques phrases plus tôt, elle dit « On défend le pluralisme. Nous défendons le pluralisme, mais nous avons ces zones d'exclusion. » Je suis désolé, c'est pas ça défendre le pluralisme. Défendre le pluralisme, c'est entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et c'est leur donner justement la parole, donc ils ne défendent pas le pluralisme. Ils s'en défendent de le défendre, mais ils ne le font pas. Et donc c'est tout là l'art du récit, de la réécriture d'un récit, avec un narratif qui leur convient, avec des éléments factuels. Il suffit de regarder la manière dont Conspiracy Watch écrit ses articles. C'est un récit réécrit, en utilisant des analogies, en utilisant des arguments d'autorité qui vont biaiser le lecteur. Et ça, c'est quelque chose que nous combattons, vous combattez au jour le jour. Et c'est tellement facile à dire non, mais là, vous avez un problème, parce que c'est pas rigoureux. Et c'est constamment fait comme ça. Alors, je prends l'exemple d'un film. Quand vous voyez une belle blonde embrasser un homme dans une voiture, les cheveux au vent dans une voiture comme ça, et on vous fait croire qu'elle est route 66 aux États-Unis, on vous présente un film. Mais elle pourrait être dans un studio à Bobigny ou dans un studio de cinéma, peu importe. Mais la différence qu'il y a, c'est quand vous allez au cinéma, vous payez pour un ticket pour aller voir une fiction. Là, vous payez pour avoir de l'information. Vous ne pensez pas avoir de la fiction. En fait, vous avez de la fiction. C'est comme l'histoire de Canada Dry. Ça ressemble à de l'info. Ça n'est pas de l'info. Canada Dry, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Donc vous avez vraiment un problème de fiction. Et c'est là où on peut venir à la notion de l'infofiction. Parce que dans la politique actuelle, on fait de l'infofiction. Infofiction, on parle d'une information qui est à peu près correcte et on brode autour. C'est ce que font tous les politiques aujourd'hui. C'est pour ça que les fact-checkers à l'origine avaient été créés. C'est pour ça que les organismes comme Conspiracy Watch, on en fait un créneau, c'est-à-dire de vérifier la parole publique. C'est noble à l'origine. Fabrice Friis de l'AFP, pas plus tard qu'il y a 2-3 ans, il l'a dit, il l'a rappelé, fact-check ou AFP Factuel a été créé pour valider la parole des politiques. Elle n'a pas été pour valider votre parole, mais aujourd'hui elle est utilisée. On a détourné l'outil qui était noble. Alors quand vous aviez un ministre qui venait en disant les comptes publics vont très bien, on aimerait bien qu'en fin de compte, l'AFP Factuel dise non, mais monsieur le ministre, vous avez un problème là dans vos déclarations, donnez-nous les éléments. Nous n'avons pas les éléments, nous ne pouvons pas valider ce que vous dites. Mais non, ces gens-là, en fait, qu'on disait, ben voilà, c'est comme ça, il l'a dit. Et donc, ils ne vérifient même pas la preuve. Donc voilà pourquoi on fait de l'info-fiction. On fait de l'information et à la fin, vous avez une fiction d'un résultat et vous vivez dans un monde qui est déconnecté. Donc, en une forme de métaverse d'informationnel où le vrai a pris les couleurs du mensonge et le mensonge a pris les couleurs de la vérité. Et il y avait un film à Hollywood qui s'appelait True Lies, les vrais mensonges avec Arnold Schwarzenegger. Et c'est exactement ça. Pourquoi je prends l'exemple du scénario réécrit? Parce qu'une infofiction n'est rien d'autre qu'un scénario de film dans lequel vous ne savez plus à quel moment la vérité est transformée en mensonge et le mensonge est transformé en vérité. Et donc vous êtes confus, vous n'êtes pas informé. Et c'est là où l'esprit critique, qui est si cher à notre éducation, devrait venir. C'est votre esprit critique devrait vous aider à savoir quand est-ce que c'est un roman, de quand est-ce que c'est une véritable information. Et les journalistes devraient vous aider justement à décrypter ça. Et ne le font plus parce qu'ils sont eux-mêmes dans ce roman. Donc ils vous romancent cette information. Alors aujourd'hui, quels sont les défis et les enjeux qui attendent François? Alors les enjeux, c'est de continuer à faire ce qu'on a fait, c'est de continuer à discuter. J'ai vu beaucoup d'appels à l'union. Moi, je suis toujours pour le débat d'idées. Je suis toujours pour le combat commun, on va dire. Je pense qu'il faut avoir la pluralité des médias parce que ça permet à plein de plateformes de s'exprimer. D'abord, si jamais il y en a une qui meurt, il y en a toujours une autre qui est là. Donc, et on le sait très bien. Le monde d'aujourd'hui, on ne sait pas quel sera le monde de demain. Donc, le véritable challenge, c'est de continuer à faire ce que l'on fait. Aujourd'hui, de par les batailles que l'on a menées, les attaques que l'on a subies, répétées
de nos concurrents, que ce soit Le Monde que l'on a fait condamner en concurrence déloyale, que ce soit la CPPAP, les autorités, a fait que j'ai dû licencier des gens. Donc il y a une perte de chance, une véritable perte de chance sur de la fausse information. Je me défendrai là-dessus. Donc l'équipe a été réduite. Aujourd'hui, on est redevenu une toute petite équipe. C'est ici le chef d'entreprise aussi, c'est mon devoir de protéger. Parce que de protéger donc une entreprise, c'est-à-dire que quand mon chiffre d'affaires est en dessous de mes ressources, que mes ressources sont en dessous de mes coûts, eh ben à un moment ou à un autre, je dois prendre des décisions. Et c'est ce que j'ai fait. J'en suis désolé parce que ce sont des jeunes journalistes qui en subissent les conséquences. Mais c'est ça, on va dire, la désinformation. C'est ce à quoi a mené. Et je pense que beaucoup vous soutiennent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Oui, on a eu beaucoup de soutien. Beaucoup de vos équipes vous soutiennent et savent que ça a été un choix difficile. Ah ben, c'est un choix cornélien et c'est un choix qu'un chef d'entreprise expérimenté doit faire. J'ai même été au tribunal de commerce parce que je me suis expliqué sur ce sujet-là en expliquant, ben voilà, j'ai de la concurrence déloyale. J'ai fait un procès à Google qui nous a le premier en 2021 enlevé notre chaîne YouTube. On avait 300 000 personnes. On en aurait sûrement 1 million aujourd'hui. Donc en fait, on aurait une chaîne commerciale sur des fausses informations, en fait, sur des fausses. Donc j'espère bien que le temps nous donnera raison, pas pour avoir raison, mais pour que les Français soient bien informés. Parce que donc le vrai challenge, c'est de continuer à faire ce qu'on a fait, d'être encore plus rigoureux qu'on l'a pu l'être. De donner encore plus la parole aux gens, d'ouvrir encore plus les débats et surtout de nous assurer que cette liberté d'expression, qui est un droit qui a été durement acquis au prix du sang de beaucoup de personnes, eh bien, elle ne tombe pas dans l'oubli et qu'on on ne la balaie pas du revers de la main. Je crois que le véritable combat, il est là. Et donc, si on accepte de prendre tous les coups, c'est pas qu'on est masochiste. Parce que je pense que les masochistes, ils sont de l'autre côté, sont ceux qui mentent en permanence. Au contraire, moi je trouve que c'est un combat qui est noble. Ça me permet tous les jours de me lever en me disant ce qu'on a fait hier, c'était bien. Je sais pas de quoi demain sera fait. Je n'ai pas d'agenda politique, hormis de bien informer les gens et de continuer à le faire de manière pérenne. C'était né défense de la France. J'espère que ça continuera dans son ADN à être la défense de la France. Et même au-delà, parce que François est cité à l'étranger, François est utilisé et regardé à l'étranger. On me pose énormément de questions sur la manière dont on a géré cette information, comment on n'est pas tombé dans ces pièges, comment on a fait ça. Et j'avoue, j'ai pas toujours la réponse. Tout ce que je peux dire, c'est il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a des personnes qui sont des suiveurs de tendance, il y a des personnes qui sont des contrariants. Quand on me dit quelque chose, j'essaye de toujours regarder de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas la personne, j'essaye de comprendre. Et donc, j'essaye de construire un argumentaire inverse. Et donc, c'est se poser la question. Et je pense que la base de tout journaliste, c'est de se poser les questions et de se dire « Ah, mais pourquoi le virus ne pourrait-elle pas être fabriqué? Pourquoi on me raconte ça ?» Et quand j'explique ce narratif, cette vision que j'ai eue de réécrire des récits, d'écrire un récit, même quand je faisais du conseil en management, j'ai écrit des récits pour des entreprises. C'est-à-dire un récit construit avec des faits qui allaient dans le sens le plus objectif possible, mais qui allaient dans le sens des intérêts. Et donc, le fait d'être indépendant tel que vous êtes, tel que nous sommes, fait que nous allons dans l'intérêt des lecteurs. Aujourd'hui, c'est notre véritable challenge, c'est de continuer à aller dans cet intérêt. Le jour où François mourra, c'est parce qu'il y aura plus de lecteurs. C'est pas quand il y aura plus de subventions. C'est quand on aura plus de lecteurs. Et je pense que le juge de paix, il est là. Et aujourd'hui, comme vous dites, nous avons des soutiens. Quand je vois Marcel ou je vois le média Enquête K2 venir, vous avez des soutiens. Et ça, c'est fantastique à voir. Tous les médias alternatifs ont des soutiens. Alors, c'est tout petit encore aujourd'hui. C'est tout petit. Mais vous savez, ce qui est petit aujourd'hui peut devenir très grand demain, parce qu'on voit ces mouvements, ils vont très très vite en fait. Et c'est des mouvements de foule qui peuvent aller très vite, c'est des mouvements qui peuvent prendre peu de temps pour justement être transformés, et il suffit de très peu. Donc peut-être qu'on est les gilets jaunes de l'information. C'est certain même, je crois. Et qu'on est là pour justement dire attention, vous dépassez la ligne jaune. Nous, on ne dépassera pas la ligne rouge. On va essayer de vous dire qu'à un moment ou à un autre, la ligne jaune, c'est vous qui la dépassez. Donc notre challenge, il
il est là, quoi. C'est de continuer à avoir des lecteurs, de continuer à faire notre travail. On va traiter moins d'informations parce qu'on a moins de ressources. Et je pense qu'il faut ne jamais oublier une chose, c'est que la France est un petit pays dans le monde. Il y a énormément de très bons journalistes en Afrique, énormément de très bons journalistes en Asie, qui ne sont pas tombés dans les pièges. Et même juste à côté chez nous, en Allemagne, il y a de très bons journalistes qui ont fait mea culpa aux États-Unis. Donc, regardons ce qui se passe là-bas, parce que peut-être qu'on va apprendre d'eux. L'humilité devrait nous apprendre à regarder ce qui se passe ailleurs et pas se dire que nous sommes les maîtres du monde, que nous sommes supérieurs en tout, ce qui est un peu l'arrogance française, c'est un peu ce qu'on nous reproche à l'étranger. Ayant vécu longtemps à l'étranger, j'ai eu à faire face à ce sujet d'anglo-saxons qui me disaient oui, mais vous les Français, vous êtes super arrogants là, dans tout ça. J'ai dit bah écoutez, je vais essayer de vous montrer qu'on est aussi bon à certains sujets. Et je crois que le challenge pour François, c'est, pour reprendre une phrase de Lino Ventura, ce n'est pas d'être grand, c'est juste d'être à la hauteur. Je pense que vous l'êtes. Et merci beaucoup, on essaie. Pour terminer, Xavier Azalbert, un mot sur l'association bonsens.org, dont vous êtes le président. Le vice-président, c'est le professeur Christian Perron, qu'on apprécie tout particulièrement ici. Alors, cette association réunit des experts scientifiques, juridiques, du domaine de la communication. Quelles sont ses missions? Alors, Bon Sens, c'est une association dont le concept est né, on va dire, pendant le confinement. Même si jamais il avait des antécédents, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais c'est là où il est né. On avait un média qui s'appelait François. Un média, c'est de faire de l'information, ce n'est pas faire de l'influence. Et il ne faut pas confondre journalisme et activisme. Donc le concept de Bon Sens, qui était de dire, on a un président qui a mis un parti politique qui s'appelle La République En Marche, mais je ne sais pas dans quel sens il l'a mis. Et j'avais un problème quand on a fait le confinement. L'un des premiers articles que j'ai dit, c'était confinement général égale confusion totale, ou confinement total égale confusion générale. En tout cas, je voyais bien qu'il y avait un problème d'orientation. On ne savait pas dans quel sens on allait aller. Donc, il fallait il aurait peut-être pu l'appeler la République du bon sens. Ça aurait peut-être été un petit peu plus correct. On lui demandait dans quel sens. Donc, il est né du constat qu'il y avait des dérives. Ces dérives informationnelles, il fallait justement les ramener dans le bon sens. La mission, elle est double, c'est-à-dire de ramener la mission scientifique dans le bon sens, c'est-à-dire que la science a été énormément déviée. Et la deuxième, c'est de prendre les actions juridiques qui vont avec, de manière à, si jamais il y a besoin. C'est-à-dire que si on n'arrive pas avec on va dire l'esprit critique, le travail scientifique, eh bien à un moment donné, il faut prendre des actions juridiques. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a publié, je crois, avec ces scientifiques, une quinzaine d'études dans des journaux à comité de lecture. Alors c'est difficile de rentrer dans les meilleurs journaux, mais les meilleurs journaux sont capturés de la même manière que les médias mainstream, ils sont capturés par le système. Donc on a démontré notre capacité à publier sur des sujets qui nous tenaient à cœur, donc qui étaient principalement liés à la médecine. Mais on est en train de travailler sur la pollution. On va travailler sur d'autres sujets scientifiques pour démontrer qu'il y a justement des inversions de vérité, des captures d'un narratif de manière à influencer les gens plutôt que de faire l'avènement de la science. On empêche cet avènement de la science. Donc notre travail a été justement de faire cette vérification avec les moyens du bord. Je précise que nous n'avons payé aucun des scientifiques pour faire ces études. Donc c'est fait sur leurs travaux, c'est fait de manière bénévole. C'est une association qui est financée de la même manière. Elle est reconnue aujourd'hui d'intérêt général grâce au travail du secrétaire Jean-Yves Capot, qui a fait un énorme travail, parce que il n'y a pas que des scientifiques. Bon sens, c'est le bon sens, c'est de regrouper tout le monde. Et j'invite tous les gens qui se sentent de bon sens, et ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des capacités intellectuelles et d'avoir fait Polytechnique pour vous sentir de bon sens, bien au contraire. Le bon sens paysan, il est parfois primordial, et il prime chez Bon Sens. Ce n'est pas le bon sens intellectuel qui prime, parce qu'on a bien vu que les intellectuels et les élites nous ont mis dans le mur. Donc Jean-Yves Capot s'est énormément battu avec tout le reste de l'équipe, bien sûr, pour obtenir cette reconnaissance d'intérêt général. Il y a des gens au bureau comme Diane Prota, Olivier Faucon, qui ont énormément réfléchi d'un point de vue juridique, et en fait on voit
que la mise en commun de toutes ces compétences, et moi c'est mon plus grand... Je suis toujours ébahi, en fait, en tant qu'entrepreneur, quand on réfléchit et qu'on met en place un concept et qu'on le voit se réaliser et qu'on se dit un jour, je peux passer sous un bus, ça survivra. Et ça, aujourd'hui, je peux prendre du recul, tout ce travail a été fait. Je pense que toutes les personnes qui sont indispensables, on est collectivement inclusif et exclusif en même temps. C'est-à-dire qu'il y en a un qui disparaît, il y a quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Et du coup, ce mouvement, cette mouvance associative, elle est là pour persister, elle est là pour perdurer. Elle est instrumentale dans la rétractation de cette étude, mais je pense que on préférerait justement ne pas avoir à se battre pour ça et se battre pour des choses qui sont plus nobles, parce que sincèrement, se battre contre des médiocres, c'est l'apanage des faibles. Et je pense que je préférerais se battre contre des vrais sujets de société pour essayer de se dire comment fait-on pour restaurer la confiance dans l'information en France. Ça, c'est quelque chose. Comment fait-on pour restaurer et s'inspirer du monde aérien pour restaurer la confiance dans la science en France. Ça, c'est des vrais sujets et influencer sur ce genre de sujets. Donc voilà un peu la mission. C'est un devoir d'être administrateur de cette société, d'en être le président. Mon devoir aussi, c'est de dire un jour, si jamais vous estimez que je n'ai aucune valeur ajoutée, eh bien, je n'ai pas droit à ce poste. Donc, j'ai jamais considéré que c'était un poste auquel j'avais droit. C'est juste un devoir. J'essaye de montrer l'exemple tous les jours, par mon travail, par mon énergie, par mon analyse, et d'insuler une chose, c'est que le bon sens, c'est d'être humble. Et je pense que ça, on ne l'a jamais assez dit. Ce qui fait aussi le succès de médias comme le vôtre, comme Tocsin, c'est l'humilité des gens, on a tous le droit à l'erreur. Et j'aimerais conclure là-dessus, parce que je pense qu'en France, on a perdu cette notion du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est le gamin qui se lève, qui se casse la figure pour apprendre à marcher. Eh bien, il faut se rappeler, on a tous été gamins, et on n'est jamais assez... on se le rappelle jamais assez, on va dire, cet élément-là, qu'on a tous fait des erreurs. Et je pense que quand j'ai pris l'exemple des mauvais élèves à l'école, des élèves qui étaient turbulents, qu'on a mis au coin, j'ai été mis au coin parce que j'étais turbulent dans certaines classes, parce que je m'embêtais, parce que ça allait pas assez vite. Et je pense que le droit à l'erreur, il doit être salué, et justement, on doit revenir vers cette forme de méritocratie qui dit qui loue, on va dire, ce côté, et qui aide à orienter dans le bon sens. Parce que prendre quelqu'un qui est turbulent et l'orienter dans le bon sens en lui disant tiens, je vais te donner une petite carotte, ou je vais te donner un petit bâton ici, ça n'a jamais fait de mal. Et je pense que ça, c'est essentiel de revenir à des choses aussi simples, parce que c'est comme ça qu'on fait des enfants indépendants. C'est justement en leur disant, en leur montrant l'exemple, et puis quelque part en leur tapant un peu dessus, mais en leur disant, tu sais, tu as droit à l'erreur une fois, peut-être une deuxième fois, mais attention à la troisième fois, persévérer, c'est diabolique. Et quand je vois ce qui se passe parmi les hommes politiques, quand je vois ce qui se passe dans François, ce n'est pas d'aller dans le bon sens que de persévérer dans les situations dans lesquelles on est, c'est d'aller dans le mauvais sens. Et c'est ce dont on en fait cette mission chez Bon Sens, justement d'essayer de se battre contre ça. Et de se rappeler qu'on est tous, quelque part, des enfants, on est des grands enfants éveillés, on a des responsabilités. Mais si on garde ce sourire, si on garde cette légèreté, si on garde cette mission et surtout cette énergie, c'est justement parce que on a cet émerveillement qu'à un moment on va arriver à modifier les choses. Et je pense que ça, il faut le garder à l'esprit. Eh bien, merci beaucoup Xavier Azalbert. Merci d'avoir été notre invité. Voilà, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Je souhaite une longue vie à France Soir, comme je souhaite une longue vie à nos médias. Et je vous l'ai dit, je pense, la première fois que je vous ai reçu, que vous étiez le bienvenu ici, je réitère. Vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Et comme j'avais dit, ce serait bien qu'on fasse l'appareil, parce que je pense que les lecteurs de François ont besoin de savoir le travail que vous faites. Comme j'ai invité Nicolas Vidal il y a pas longtemps à venir pour parler des challenges qu'ont les médias indépendants, les challenges qu'ont les journalistes citoyens. Moi, j'estime que le travail qui est fait par les citoyens aujourd'hui est tellement important, et je pense qu'il est plus important que le travail qui est effectué par les politiques aujourd'hui, parce que c'est un travail qui est sincère, qui est honnête, qui vient du fond du cœur, qui est désintéressé, hormis
pour nos enfants. Parce que si vous le faites, c'est pour vos enfants, c'est que pour vos enfants soient d'abord vivre dans un monde meilleur, ils vivent dans un monde bien, pas dans un monde d'intérêt. Et donc, quand vous vous battez pour ça, quand vous vous levez le matin, c'est vous continuez votre travail de parent. Et je pense que c'est ça le travail citoyen. Ce que je regrette un peu parmi certains citoyens, c'est qu'on confonde un petit peu les objectifs. Mais je pense que petit à petit, on va arriver à gommer les mauvais angles et les mauvais coups de crayon, et que tout ça, ça va se rectifier. Donc moi, je souhaite aussi longue vie aux médias en 442. Comme vous avez dit en introduction, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas se revoir sur certains sujets. Et d'ailleurs, je pense que sur les sujets les plus importants, qui sont les sujets humains, c'est les sujets qui nous relient. Eh bien, je pense qu'on est d'accord sur ça, c'est qu'il faut se battre. C'est nos différences qui feront notre force. Tout à fait. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous tous de nous écouter et de soutenir. Moi, j'espère que tous ces médias aujourd'hui qui sont des tout petits poussés, eh bien, deviendront des ogres de l'information. Pas ogre au sens de vous prendre vos libertés, ogre au sens de vous informer, de bien vous informer. Et que bien ceux qui sont les ogres aujourd'hui seront dégraissés, de manière à ce que on puisse justement leur montrer que les conflits d'intérêts, les liens d'intérêts, la charte de déontologie, l'éthique, ce ne sont pas des vains mots. Quand il est dit dans le devoir numéro 1 de dire la vérité, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il vous en coûte, il faut le rappeler. Et je pense que ce n'est pas un vain mot que de le rappeler. Et j'aimerais rappeler ça à tous mes confrères journalistes qui, s'ils ne le font pas, c'est exactement comme un banquier qui vous dit « je vais vous conserver votre argent », mais qui va mal l'utiliser et qui, au jour vous vous réveillez, vous dites « ah ben la banque a fait faillite ». Ah ben la banque de l'information, elle fait faillite parce que vous trahissez vos contrats d'éthique. Et ça, c'est quelque chose d'amoral. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va le rectifier et que ce sont les lecteurs qui seront le juge de paix. Merci Xavier. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or. Merci beaucoup.